Merci beaucoup à celles et ceux qui nous ont rejoints pour ce webinaire intitulé Mobiliser l'intelligence territoriale pour la réussite des projets de mandat. La séquence va se dérouler sur une durée d'1 heure. On va d'abord commencer avec Maxime Barbier par se présenter et présenter nos cabinets respectifs. Ensuite, on vous fera part de nos convictions et de nos singularités dans la manière dont on pourrait vous accompagner dans l'élaboration de ces projets de mandat. On fera un focus sur les défis qu'on a identifiés et auxquels on va être collectivement confrontés dans cette période politique un peu chahutée. Et puis, on fera un zoom sur quelques outils que nous mobilisons chez Sémaphore et Bluenove pour adresser un certain nombre d'enjeux, en particulier l'enjeu de la coopération à l'appui de l'intelligence collective. Enfin, on pourra prendre un peu de temps pour répondre à vos questions, celles que vous aurez pu poser dans le chat. Je prends la main, Maxime, pour me présenter. Donc, moi, je suis Céline Fèvre. Je co-dirige l'offre accompagnement du secteur public et l'activité développement territorial du cabinet Sémaphore. À ce titre, j'accompagne notamment les collectivités, régions, départements, mais plus spécifiquement pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, EPCI et communes, et plus globalement les acteurs publics et notamment les entreprises publiques locales type SEM, SPL, dans la définition de leur stratégie territoriale, l'élaboration de leurs documents de planification de politique publique et dans le pilotage de projets complexes. Avec une expertise que développe le cabinet, plus particulièrement sur les questions de gestion et de sobriété foncière, d'aménagement et de projets urbains, de développement économique, de politique de l'habitat, habitat spécifique et stratégie des bailleurs sociaux plus particulièrement. Notre approche, elle se veut transverse. Elle croise stratégie, ingénierie territoriale, transformation des organisations, développement RH. Donc, ce qui nous amène finalement à pouvoir se positionner à géométrie variable en fonction des besoins, évidemment, qui sont les vôtres. Et en fait, notre approche adresse les enjeux contemporains de ce qu'on pourrait qualifier de fabrique de la ville ou fabrique des territoires. Et elle adresse les transitions urbaines. Et on pense que les transitions portent un enjeu de repolitisation, ce qui suppose forcément une compréhension et une implication des citoyens, des usagers du service public et des services publics, raison pour laquelle l'intelligence collective est valorisée dans notre approche et ça constitue forcément une singularité et raison pour laquelle Maxime va pouvoir compléter mes propos sur ce point. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci Céline de planter le décor. Donc, pour ma part, je suis Maxime Barbier, je dirige Bluenove, qui est une société spécialisée en intelligence collective. C'est-à-dire qu'on accompagne les acteurs publics, les collectivités, également les entreprises dans leur démarche de mobilisation de leurs parties prenantes et spécifiquement dans la mobilisation des citoyens et dans l'organisation d'un dialogue territorial. Donc, on le fait avec à la fois des méthodes singulières de mobilisation, d'intelligence collective, et également pour passer à l'échelle, pour qu'elles soient massives, qu'elles engagent un maximum de parties prenantes grâce à une technologie digitale et l'intelligence artificielle avec une plateforme qui s'appelle Assemble qui permet d'outiller des grandes consultations ou des grands débats en ligne. Et puis vous nous connaissez peut-être, Bluenove, parce qu'on a été à la manœuvre d'un certain nombre de démarches participatives ces dernières années, le grand débat national, les états généraux de la justice, actuellement la Convention citoyenne sur les temps de l'enfant et les états généraux de la lecture pour la jeunesse. Voilà, quelques exemples, et puis évidemment un certain nombre de démarches territoriales. Et je terminerai juste ce mot introductif pour vous dire deux choses. La première, c'est que Bluenove est désormais fait partie de la maison du groupe Alpha et donc est intégré
avec Sémaphore dans une volonté d'accompagner par des méthodes et des approches de conseil les acteurs publics notamment. Donc, nous sommes collègues avec Céline. Et le deuxième point, c'est justement de dire que nous sommes à nouveau collègues avec Céline, il y a 15 ans, on travaillait ensemble sur les sujets de modernisation de l'action publique. Et donc, on se retrouve et le binôme que l'on forme aujourd'hui, il fait sens dans justement ce sujet autour des projets de mandat et de développement territorial qu'on va vous présenter aujourd'hui. Euh, Peut-être une petite précaution avant de poursuivre, de dire que tout ce qui est engagé par la collectivité ou les collectivités dans le contexte doit se faire naturellement en application des limites légales encadrant la communication institutionnelle en période préélectorale et l'utilisation des moyens de la collectivité à des fins électorales, hein. C'est une évidence. L'Association des maires de France a rédigé une note qui donne à voir ce qu'il est possible de faire et de ne pas faire pendant cette période. Donc c'est important de le rappeler. Donc, pourquoi anticiper l'élaboration de son projet de mandat? Peut-être avant voilà, de vous donner à voir les défis qu'on a identifiés avec Maxime. Peut-être dire ce qu'on entend par projet de mandat, parce que voilà, tout le monde ne met peut-être pas la même chose derrière cette terminologie. Donc, pour nous, c'est un plan stratégique et opérationnel qui permet d'aligner les ambitions politiques et la capacité de l'administration à les mettre en œuvre sur les plans réglementaires, financiers, opérationnels et organisationnels. Donc ça veut dire voilà, qu'on peut intervenir sur ces différents champs de compétences en fonction des attentes évidemment des collectivités et des problématiques qui sont les vôtres. Et cette question d'alignement, pour nous, elle est assez fondamentale parce que on le voit sur la durée du mandat, elle peut compromettre la faisabilité du projet politique et l'atteinte des objectifs ont été définis. C'est pour ça que l'exercice bilanciel est extrêmement important et précieux pour dessiner les trajectoires qui seront les vôtres sur la durée. C'est aussi l'occasion, et là c'est la singularité peut-être du cabinet Sémaphore, d'aligner les objectifs des collectivités avec ceux des entreprises publiques locales dont elles sont actionnaires. C'est-à-dire de lier la stratégie de la collectivité avec celle de ces outils qui interviennent dans la mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques. On pense que l'appréhension de l'économie mixte locale et sa place dans la recherche d'impact social et environnemental doit être encore mieux valorisée qu'elle ne l'est au service des territoires. Et c'est vrai que les échanges qu'on peut avoir avec les directeurs d'EPL et avec les DGS de collectivités nous confortent, puisqu'il y a des enjeux de gouvernance absolument majeurs. Et puis évidemment des enjeux financiers qui le sont tout autant. Et puis évidemment, il en sera beaucoup question avec Maxime, c'est l'occasion de créer des espaces de dialogue pour embarquer les élus, les services, les acteurs locaux et de structurer une gouvernance participative, favoriser la transparence aussi de la décision publique à un moment où effectivement les questions de défiance démocratique sont sur le devant de la scène. On va y revenir. Je ne sais pas si Maxime, tu veux compléter mon propos introductif sur ce qu'on entend par projet de mandat? Oui, et puis surtout, euh, enfin, nous, ce qu'on va aussi vouloir promouvoir, c'est que comment on fait en sorte que ce projet de mandat, qui doit donner l'ambition pour une collectivité, pour un territoire, sur la durée d'un mandat, mais au-delà, ne soit pas que un exercice technique formel, froid, non partagé. Et nous, on rêve de projets de mandat nouvelle génération qui, justement, sont co-construits avec l'ensemble des acteurs, qui sont ambitieux, qui s'inscrivent dans le temps long et qui surtout vont engager concrètement les différents acteurs du territoire dans sa mise en œuvre. Et donc ça, c'est des partis pris très forts et c'est pas facile parce qu'on est quand même dans un contexte où vous pouvez voir les
les 5 éléments que vous avez sous les yeux sont pas forcément très réjouissants. Pour autant, sur le sujet, il y a un vrai enjeu à tous les niveaux, et notamment à l'échelon territorial, je vais y venir, de retrouver une forme de confiance dans la vie démocratique et citoyenne. Et c'est là où je vais vous donner quelques chiffres, ou en tout cas, je voulais vous partager ce double paradoxe auquel on fait face, auquel nos élus font face, et nos futurs élus feront face. C'est que d'un côté, on observe depuis quelques années une érosion de la confiance envers les élus et les élus locaux, mais ça reste le seul ou presque le dernier agent de confiance, quasiment le dernier rempart pour justement être crédible sur les sujets de politique publique et d'engagement citoyen. Euh, il y a une étude du Cevipof récente hein, qui date de cet été qui montre que 61% des Français disent faire confiance à leur maire. Donc, le paradoxe, c'est que c'est en baisse de 6 points par rapport à 2022, donc c'est quand même inquiétant. Pour autant, ce 61%, il est très nettement supérieur à tous les autres acteurs de confiance, que ce soit les organisations syndicales, que ce soit les députés, que ce soit le président de la République, etc. Donc, il y a une érosion de la confiance, mais ça reste le seul agent de confiance. Et donc, l'échelon local joue le rôle essentiel et reconnu par les citoyens pour pouvoir bah, voilà, garder un semblant de confiance. Le deuxième paradoxe, on observe aussi, et la même étude du CEVIPOF démontre une érosion de l'engagement citoyen, mais en même temps, c'est là où est le potentiel, il y a un potentiel énorme de vitalité démocratique locale. C'est comme ça qu'on peut l'appeler. Euh, Là aussi, quelques chiffres. Euh, Quand on interroge les citoyens sur les formes d'engagement et leur volonté de s'engager dans la vie dans leur commune ou dans leur quartier, il y a 14% des personnes interrogées qui disent oui, moi je veux bien participer à la vie locale. Alors c'est en décroissance de 2 points. Il y en a 23% qui se disent prêtes à s'engager, moins 3%. Il y en a 35% qui aimeraient s'engager sans trouver le temps, moins 3%. Donc vous voyez, en décroissance. Mais quand on somme tout ça, bah, c'est quand même 75%, c'est près de 3 Français sur 4 qui affichent des dispositions à l'engagement local, mais qui, voilà, faute de temps ou faute de connaissances, ne parviennent pas toujours à se concrétiser. Donc en fait, ce potentiel, il est là. Presque envie de dire, les citoyens, les acteurs du territoire attendent, mais par contre, il faut bien créer le cadre pour pouvoir faciliter cet engagement. Et nous, on pense que le projet de mandat, ça peut être un des catalyseurs d'une sorte de nouveau paradigme d'engagement. J'en parlerai dans quelques instants. Oui, c'est un acte fondateur extrêmement important qui permet d'engager le mandat et de le mettre sur les bons rails. Pour autant, effectivement, il y a un certain nombre de défis hein, qui peuvent devenir des opportunités. Bon, le premier défi, il est évidemment celui de la soutenabilité budgétaire hein, dans le contexte qu'on connaît. Tout le monde a en tête, en tout cas les dirigeants de collectivités ont en tête le contexte de la loi de finances 2025 avec un effort global de 5,5 milliards d'euros demandés aux collectivités pour contribuer à la réduction du déficit public, la mise en place d'un dispositif spécifique de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités, et puis évidemment le contexte dans lequel s'est engagé les premiers, on va dire, échanges sur le projet de loi de finances 2026 qui a mis en exergue une dette publique qui s'élève à 3 300 milliards d'euros et un effort budgétaire qui, si je ne me trompe pas, a été estimé par les associations d'élus et qui serait imposé aux collectivités de 10 milliards d'euros à l'échelle nationale pour la période 2025-2027, combinant réduction directe et effort de gestion. Donc on voit bien que forcément, la question des finances publiques, de la soutenabilité budgétaire est au cœur de la capacité d'investissement des collectivités. Et je vous l'ai dit, une de nos expertises majeures, c'est l'expertise financière, notre expertise en finances publiques. Je crois qu'un des directeurs associés qui porte cette activité, Antoine Sellerier, est parmi nous. Donc, on est évidemment aux côtés des collectivités pour trouver
les marges de manœuvre qui vont bien et intégrer naturellement ces questions-là dans les projets de mandat, les projets de territoire qui seront engagés. Donc ça, c'est un premier défi. Enfin, un autre défi qui est lié évidemment au contexte, c'est celui finalement, j'ai envie de dire, de l'instabilité législative. On va dire qu'il y a une forme de fragilité de la fabrique de la loi. Un certain nombre voilà, de propositions de loi étaient dans les tuyaux et il va falloir en effet qu'on puisse avoir un certain nombre de certitudes. Donc le contexte est compliqué. Mais voilà, encore une fois, des opportunités existent pour malgré tout porter des projets extrêmement structurants pour les territoires. Et c'est là que finalement les questions de transition écologique et sociale euh, peuvent être un point d'appui important parce que ce qui est en jeu, c'est finalement notre manière d'habiter la ville, nos territoires, de se loger, de se déplacer, d'accéder aux services essentiels, de s'y soigner, d'y vivre, sa jeunesse et sa vieillesse. Donc on voit bien qu'on adresse de façon extrêmement précise les besoins des usagers et des citoyens. Et ce qu'on constate, alors à l'appui de données et de rapports scientifiques que tout le monde a en tête, c'est que ce qui a longtemps fait finalement la force de la fabrique de la ville et de nos territoires, je pense en particulier à l'extension urbaine, l'accès à la propriété, le développement des zones commerciales, le développement de l'automobile, constituent aujourd'hui des vulnérabilités collectives du fait de la consommation des ressources que cela implique et des émissions carbone induites. Je crois que les fonctions bâtiments cumulées aux mobilités, c'est 50% des émissions de gaz à effet de serre. Donc on voit bien qu'il faut quand même changer de paradigme et puis à ça s'ajoutent des vulnérabilités climatiques qui n'échappe à aucun territoire. Je pense aux inondations, aux tempêtes, etc. Ce qui nécessite en fait d'appréhender les conséquences assurantielles et d'intégrer en fait sur nos modes de gestion des services publics aussi un certain nombre d'aléas pour construire les bonnes trajectoires. Donc des défis politiques et sociaux qui nécessite forcément d'intégrer par conception les transitions dans les projets de mandat et de travailler les coopérations aux bonnes échelles. Coopération évidemment avec les autres échelons territoriaux, avec l'État, mais aussi avec les différentes parties prenantes, raison pour laquelle, encore une fois, l'intelligence collective est certainement une des clés pour réussir à, à définir les projets qui vont nous animer collectivement sur les 6 prochaines années. Et avant peut-être de te permettre de rebondir, Maxime, peut-être insister sur la question de la temporalité. Euh, le court, le moyen et le long terme. Donc, il y a la durée du mandat, mais on sait aussi qu'il y a un certain nombre de projets qui dépassent la durée du mandat. Donc, il faut aussi avoir cette vision-là dans les trajectoires qu'on va construire, indépendamment, évidemment, des contraintes qui sont les nôtres. Donc, en fait, beaucoup de facteurs à, euh, à travailler pour, euh, pour réussir à fixer les trajectoires et à créer le récit qui va résonner évidemment pour les usagers et les citoyens. Je te propose que je ferai un zoom un peu plus tard sur justement un peu ce changement de paradigme ou les inflexions qu'il faut apporter justement sur les logiques de coopération. On vous propose d'avancer. De poursuivre. J'espère que tout le monde entend parfaitement et qu'il n'y a pas de souci. En tout cas, N'hésitez pas d'ailleurs à commencer à je n'en vois poster pas, mais des messages sur tu le... dois possiblement le voir. Donc là, l'objectif, c'est vous donner à voir plus précisément la manière dont on peut intervenir, vous accompagner. On a déjà parlé de l'alignement entre les ambitions politiques et la capacité de l'administration à les mettre en œuvre.
Moi, ça me tient beaucoup à cœur parce que, je ne l'ai pas dit en introduction, mais j'ai fait toute ma carrière professionnelle dans la fonction publique territoriale et d'État. J'étais DGA de région auparavant et j'ai parfois été confrontée à ces désalignements, à ce manque de coopération, à parfois voilà, des fonctionnements en silo. Hein. C'est pas une critique, hein, ça existe partout. Mais voilà, ça peut être assez dommageable dans la capacité à atteindre les objectifs qui ont été fixés en début de mandat. Ensuite, la question de la priorisation, forcément, vu les contraintes qui sont les nôtres, les vôtres, se pose de manière prégnante au regard du contexte budgétaire. Donc, ça veut dire être en capacité de prioriser les actions qui vont être conduites, les projets qu'on va conduire et peut-être renoncer à certains projets au bénéfice d'autres qui auront plus d'impact en considération de la temporalité dans laquelle on est en capacité de les mettre en œuvre. Et ça, c'est un exercice qui n'est pas forcément toujours évident et qui doit nécessairement se faire avec évidemment les directions opérationnelles sous l'impulsion de la direction générale. Et la recherche d'impact doit forcément se faire en mettant en place ce qu'on appelle un pilotage de la robustesse des politiques publiques, être en capacité de parfaitement définir les objectifs qui sont les nôtres, d'y adosser les bons indicateurs, et j'y reviendrai, de mettre en place une gouvernance des données qui permet de piloter en quasi-temps réel finalement l'atteinte de ces objectifs. Donc là, ça renvoie à des sujets de digitalisation, de systèmes d'information, mais qu'on pense aussi nécessaire d'embarquer par conception dans vos projets de mandat, parce que c'est ça qui va vous permettre de piloter. Et dans les échanges qu'on a avec un certain nombre de directeurs généraux de services, on voit bien que c'est un enjeu extrêmement important. Et puis la coopération, on en a parlé, mais Maxime y reviendra, recherche de coopération et d'adhésion permanente. Il faut se re-questionner et vérifier voilà, que la trajectoire ne dévie pas, mais elle peut aussi dévier, c'est-à-dire qu'on peut décider à un moment donné de prendre une autre direction si on a un certain nombre de données qui nous donnent à voir que peut-être c'est pas la bonne trajectoire. Donc faire preuve d'agilité aussi dans la conduite des projets, des projets. Sur la question de l'alignement entre ambition politique et capacité de l'administration à les mettre en œuvre, je l'ai dit, l'exercice du bilan est important. Donc, on peut intervenir à l'appui d'un diagnostic d'efficience servicielle, financière et organisationnelle. Et on trouve intéressant d'appréhender les trois dimensions en même temps pour évaluer finalement la robustesse, l'efficience des services publics et travailler à cet endroit-là l'identification d'indicateurs de pilotage. Naturellement, l'élaboration du pacte financier et fiscal est un enjeu extrêmement important parce que c'est un outil qui permet, entre autres, d'analyser les capacités budgétaires du bloc communal et il est assez naturellement adossé au projet de territoire et au schéma de mutualisation. Vous connaissez ça très bien et c'est un exercice extrêmement précieux qu'on sait déployer très aisément à l'appui là, de notre activité conseil en finance avec également l'enjeu, au regard des contraintes, de pouvoir identifier les marges de manœuvre, les bons modes de gestion pour estimer les coûts, les risques et les conditions de réussite. Ça me permet d'en venir, si je peux. Juste Oui, je t'en prie. sur le sujet du bilan et de dresser les perspectives, nous, on a la conviction que ce bilan, il peut pas être fait en chambre. Il a besoin d'être plus argumenté et plus étayé et donc vous me voyez venir,
qu'il soit plus qualitatif et donc qu'il prenne en compte les retours, les avis des parties prenantes et de premier rang desquelles les citoyens. Et pas sous la forme par exemple, d'un sondage d'opinion en mode, bon, est-ce que vous avez été satisfait de l'action de votre maire sur le précédent mandat, etc. Et que ce soit quelque chose de très quantitatif et finalement qu'on ne comprenne pas très bien ce qui a changé dans la vie des gens, quelles sont les vraies attentes, quelles sont les vraies souffrances, quelles sont les marges de manœuvre qui pourraient être atteintes, et d'être finalement dans cette logique un peu d'évaluation participative du bilan et de projection collective en allant recueillir la voix de celles et ceux qui seront finalement les bénéficiaires demain des différentes politiques publiques. Donc, dès ce stade-là, c'est intéressant d'ouvrir finalement la boîte et d'aller rechercher du qualitatif de manière assez massive. Euh, en, en- à l'externe, mais également aussi en interne, en Bien sûr. mobilisant Les évidemment services, l'administration, les services. Ça, c'est extrêmement précieux, ceux qui finalement, au quotidien, mettent en œuvre les politiques publiques et les services. Et là, sur cette slide-là, l'objectif, c'est de mettre en perspective ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que beaucoup de collectivités développent des outils, des SEM, des SPL, avec voilà, des actionnariats publics pour les SPL, mais actionnariats publics-privés pour les SEM. Ce sont des outils extrêmement agiles qui permettent une mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques. Et ce qu'on peut faire et vous proposer, c'est en effet d'intégrer la stratégie de ces entreprises publiques locales dans la réflexion stratégique qui va être la vôtre. On accompagne beaucoup de PL. Actuellement, l'élaboration de plans stratégiques sont en cours. Naturellement, on prend en considération la période actuelle. On met en stand-by sur la fin d'année, le début d'année, les travaux en cours, en considération de l'évolution de la gouvernance induite de ces structures par les élections et les nouveaux exécutifs. Mais on pense que c'est aussi un moment, une fois les choses stabilisées, de pouvoir créer le dialogue entre les collectivités, ces structures, les élus, pour finalement donner pleine puissance à ces outils. C'est aussi possiblement un moyen de générer des économies d'échelle et d'augmenter la capacité d'échelle à l'échelle des territoires et d'appréhender aussi comment dire, le champ concurrentiel sur un territoire donné à l'appui de l'ensemble de ces structures parce que il y a probablement des complémentarités entre les différentes structures, entreprises qui sont créées, mais parfois peut y avoir des concurrences qui se jouent. Et donc l'objectif, c'est en effet de pouvoir positionner le bon outil au bon endroit et que les élus, les actionnaires puissent en garder la pleine maîtrise sans en diminuer en fait l'agilité. Et là, de la même manière, les compétences qui sont les nôtres sur le plan économique, financier, nous permet de travailler très précisément sur l'analyse segmentée des activités, travailler sur les plans d'affaires, les carnets de commandes, les bons positionnements. Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant de pouvoir le travailler, on va dire, en transversalité et ou en complémentarité du travail qui peut être fait à l'appui de l'élaboration d'un projet de mandat ou d'un projet de territoire. J'en viens au sujet du pilotage, enfin de l'impact. Donc ça, c'est quelque chose qui nous anime beaucoup avec Maxime. Bon, du fait aussi de notre expérience professionnelle passée, puisqu'en effet, c'était au cœur des travaux qu'on avait conduits sur la modernisation de l'action publique. Et donc, on se propose en effet, dans le travail engagé, de pouvoir parfaitement définir les objectifs, définir des objectifs qui soient mesurables, et c'est pas forcément un exercice très évident.
Et c'est encore moins évident d'y adosser les bons indicateurs de résultats et les indicateurs d'impact territorial et d'image pour une collectivité. Et ce qui est encore moins évident, c'est de déployer les modalités de pilotage et les outils de reporting à l'appui de la mise en place d'une véritable gouvernance de données qui elle-même s'appuie sur un système d'information orienté data. Euh, parce que les systèmes d'information ne sont pas forcément toujours structurés comme ils devraient l'être et que la culture de la donnée est encore trop absente au sein de nos administrations. Et pourtant, c'est extrêmement précieux de pouvoir disposer de tableaux de bord qui répondent aux besoins du politique, aux besoins de la direction générale et aux besoins des opérationnels. Et c'est pas les mêmes tableaux de bord. Donc, il y a un gros travail à faire sur la production de données évidemment qualitatives, avec des enjeux d'amélioration continue de ces données et de mise à jour. Et donc, on vous propose évidemment également de pouvoir y travailler euh, de façon initiale dans l'élaboration des projets de mandat et de pouvoir en discuter au bon niveau. Donc là, de la même manière, hein, on dispose d'un certain nombre d'outils, de méthodes assez classiques hein, sur lesquels je vais pas m'attarder, mais ça, c'est aussi une singularité, quelque chose qu'on travaille et qu'on propose dans quasiment tout projet stratégique qu'on élabore de collectivité ou d'entreprise publique locale ou d'établissement public, quel qu'il soit. Peut-être tu veux rebondir sur le sujet ou enchaîner sur Oui, les je vais questions de enchaîner. coopération de manière transverse. Alors, on peut même imaginer, juste par rapport à avant, on peut même imaginer la construction d'indicateurs, le suivi d'indicateurs et, par exemple, l'élaboration d'un tableau de bord qui soit 360, c'est-à-dire que, y compris coproduit avec les citoyens et les acteurs du territoire, hein, les entreprises, Complètement. etc. Donc, on peut imaginer aussi, nous, on serait assez fans d'expérimenter ça, parce que c'est aussi un enjeu de transparence globale de l'action publique. D'ailleurs, je prendrais peut-être un exemple tout à l'heure de dispositifs d'évaluation que je trouve particulièrement intéressant, de- en l'occurrence à Clermont-Ferrand. Donc voilà, donc il y a cette logique-là de décloisonner et d'ouvrir. Et puis évidemment, le quatrième objectif que j'introduis à travers cette page, qui est de susciter l'adhésion et la coopération avec l'ensemble des parties prenantes, c'est comment on crée une dynamique autour du mandat finalement. Et après, il faut le reconnaître, euh, le dernier mandat qui a quand même placé dans un certain nombre de nos communes, de nos collectivités, le sujet de la participation citoyenne, de l'engagement des parties prenantes, c'était complètement, enfin, pas complètement absent, mais c'était très peu relayé par le passé. Et donc, il y a eu un premier acte, une première phase qu'un certain nombre d'élus, de services auxquels ils ont cru. Et donc, il y a plein d'expérimentations qui ont été faites sur les 6 dernières années. Pour autant, nous, on pense que on peut aller, la réussite d'un projet de mandat, elle repose sur justement cette adhésion et cet embarquement, toutes les parties prenantes, internes, externes. Mais pour ça, le terme est peut-être un peu à la mode, mais il faut une sorte de rupture, ou en tout cas, d'aller chercher un nouveau paradigme d'engagement. Et ça nécessite plusieurs inflexions. Alors, je vais vous raconter un peu cette dialectique. Euh, le premier, je vais essayer de ne pas être trop long. Le premier, c'est comment on passe d'une approche où finalement on cochait la case d'information, information des citoyens, information des parties prenantes, de manière très descendante, froide, technique, parfois classique, parfois biaisée, parce que un peu du marketing politique. Euh, et avec des formats un peu classiques, hein, le journal municipal, etc., le site web qui dit à quel point tout est génial, à quelque chose dont les citoyens peuvent se saisir. Et donc, comment on passe de l'information à la formation et la montée en compétence des citoyens? Parce que il faut les faire monter en Mm. compétence pour bien appréhender les grands enjeux.
les enjeux de transition écologique, de maîtrise budgétaire, les sujets autour de, je sais pas moi, de la propreté, etc., etc. Et donc, C'est un enjeu euh, c'est un d'adhésion enjeu au d'adhésion. projet Faut politique. que les personnes puissent comprendre. Les sujets sont pas faciles. Et donc, de pouvoir assurer cette formation, cette montée en compétences, évidemment des services, hein, des agents des services, mais aussi des citoyens, c'est absolument clé. Et c'est presque un préalable à la participation. Parce que si on ne comprend pas les enjeux, en fait, on n'est pas en mesure de faire des propositions qui sont à bon escient. Et donc, de fait, c'est aussi au travers de cette nouvelle pédagogie que pourraient avoir les élus et les services de communication, c'est un nouveau récit, c'est donner le sens, c'est faire adhérer, et ça de manière le plus simple possible. Donc première chose. Deuxième chose, on s'est souvent un peu limité à recueillir l'avis, des idées à petite échelle, avec des sondages, des petits groupes, des micro-consultations. Comment on rend ça beaucoup plus massif pour aller toucher finalement l'ensemble des parties prenantes, donc notamment le digital est clé pour pouvoir toucher un maximum de personnes, donc avec des logiques de consultation en ligne, mais aussi comment on ne fait pas juste donner son avis, comment on délibère, comment on trouve des consensus. Là aussi, c'est à la mode. On peut aussi mettre en exergue des clivages. Et ça, Mm. c'est clé pour justement passer dans l'action et se limiter à juste donner des idées. Je pense que tout le monde en a un peu marre. Comment on bascule aussi dans la réalisation, dans la coproduction des projets. Vous voyez, les budgets participatifs, je pense que tout le monde en a un petit peu marre. En revanche, comment on peut basculer dans des logiques où maintenant c'est des actions participatives, c'est des projets participatifs. Il y a un certain nombre d'initiatives, mais là aussi, il y a un changement de mindset à avoir. Troisième chose, je vais un petit peu plus vite, comment on part d'approches où les sujets sont très techno, enfin orientés d'un point de vue institutionnel techno, en fait, on part des sujets que vivent les gens, les Mm. expériences de vie, les épreuves de vie. Il faut repartir du quotidien, du sensible, de l'émotionnel que vivent les gens, sur les sujets de santé, sur les sujets de logement, sur les sujets de préservation de l'environnement. Et ça, c'est toute une bascule à avoir. Et concrètement, quand il y a une consultation numérique, c'est plutôt repartir de cette expérience, de témoignage, de la façon dont les gens vivent, plutôt que dire qu'est-ce qu'il faudrait faire dans l'absolu pour améliorer notre système de santé. Donc ça, c'est assez clé. Euh, Là aussi, les parties prenantes en silo, on a tendance à adresser ou à s'adresser aux citoyens d'un côté, aux commerçants de l'autre, aux entreprises du territoire d'un côté, aux agents, etc. Je pense que, et en plus, c'est souvent un peu on tombe un peu dans le syndrome du TLM, vous connaissez, tous, toujours les mêmes. Et donc, comment on bascule Mm. dans des logiques où finalement, sur des sujets d'intérêt commun, on met en situation les différentes parties prenantes de collaborer, de trouver des solutions et éventuellement d'agir collectivement. Et ça, je vous donnerai quelques exemples après. Et puis aussi, il y a une exigence démocratique à aller chercher ceux qui sont loin ou éloignés. Mm. Donc, c'est les personnes en situation de précarité, de handicap, les jeunes, les personnes éloignées du numérique. Et là, il y a plein de façons pour y arriver. Participation institutionnelle, participation distribuée, c'est-à-dire que l'idée, c'est d'ouvrir les canaux, s'ouvrir à d'autres acteurs, pas forcément les associations installées, etc., les citoyens qui sont les plus vocaux, les seniors qui ont du temps et qui vont dans les conseils de quartier, mais d'aller s'ouvrir à d'autres collectifs citoyens, d'ouvrir des nouvelles formes d'instances de réflexion et de projection, et puis aussi un enjeu d'aller vers. Parce que on n'attend pas que les personnes viennent à la mairie pour dire ou envoient un email au maire ou à la maire. Il faut aller vers eux. Et là, j'ai un exemple. Par exemple, en région Occitanie, la, la, hum, la région a lancé un budget participatif et pour s'assurer de toucher un maximum de personnes, eh bien, ils se sont associés à La Poste, au réseau La Poste, si bien que euh, les postiers, dans leur tournée, allaient voir les citoyens pour leur dire, bah, voilà, vous, quel projet vous avez envie de soutenir, etc. Et pareil, les personnes souvent en situation de précarité qui vont à la poste, qui ont un compte, etc., vont au guichet et on les met en situation de pouvoir s'exprimer. Donc c'est aussi aller vers les gens dans les lieux de vie, là où ils sont. Euh, Ne pas céder à la mode de la participation et plutôt basculer dans une culture de la Mm. participation. C'est
la culture de la participation permanente. Il faut que ça devienne un rituel, c'est un exercice, c'est une gymnastique. Et donc derrière, bah, c'est former les élus, former les services, former les citoyens, je l'ai déjà dit, et créer des rituels de participation, par exemple des fêtes de la démocratie, le choix d'une grande cause citoyenne annuelle, et puis reconnaître cette participation. Et je terminerai en disant, bah, souvent les démarches sont faiblement outillées. Alors là, en plus, Blue9, on est garant de pouvoir outiller les collectivités avec les bonnes méthodes, avec les technologies de participation, avec ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle générative, si vous voulez, on pourra avoir un échange au moment des questions-réponses. Et ça, c'est clé. Et puis dernièrement, on en a marre tous des démarches sans suite, parce qu'on participe, mais on ne sait jamais ce qui se passe. Et donc, il y a une exigence extrêmement forte, notamment de la part des élus, de créer un cadre d'engagement dans la durée. C'est ce que nous, on appelle le droit de suite, hein, c'est ce qui est expérimenté dans un certain nombre de processus participatifs, pour s'assurer que, de manière régulière et selon des modalités à définir et souvent à co-construire avec les parties prenantes, bah, il y a bien un projet pour la suite, ou en tout cas un cadre pour la suite. Et donc, en conséquence, j'ai lu, je vous ai déjà un peu illustré, donc c'est une forme de répétition, mais donc l'idée, c'est qu'effectivement, Blue9, avec Sémaphore, on est en capacité, on l'a déjà fait pour un certain nombre de collectivités et d'acteurs territoriaux, de structurer ces espaces de dialogue à la fois pour embarquer les différents acteurs sur des thématiques précises, sujet de lutte contre les pollutions sonores, sujet de mobilité douce, etc., pour finalement trouver les solutions, agir collectivement, mettre en commun les moyens, et ça c'est absolument clé pour la bonne dynamique de mise en œuvre. C'est inventer aussi une nouvelle gouvernance participative. C'est vrai que les conseils de quartier ou autres ont besoin d'être revitalisés, donc on voit émerger des nouvelles démarches, comme par exemple, je vous donne l'exemple de Clermont-Ferrand, un observatoire citoyen des transitions qui a pour rôle le suivi et l'évaluation de politiques publiques, donc par exemple sur la végétalisation des cours d'école, sur la lutte contre le moustique tigre, sur la végétalisation de la ville. Donc vous voyez, sur des choses super concrètes, mais sur lesquelles on a besoin d'avoir une évaluation. Euh, on voit aussi par exemple, un conseil des générations futures, ça fait un certain nombre de temps que ça existe à Paris, pour justement se donner une vision à 2030, 2040, 2050 de ce que doit être le territoire. Euh, je vous donnerai, si vous voulez, d'autres exemples. L'exigence de transparence, je l'ai dit, aller vers celles et ceux qui ne participent pas ou qui sont éloignés, et notamment en s'appuyant sur les acteurs associatifs qui sont souvent en contact avec les personnes souvent en situation de précarité. Donc nous, on a mis en place des partenariats concrètement avec ATD Carmonde, avec Emmaüs Connect, des acteurs qui sont capables d'aller toucher des personnes qui ne sont pas touchées ou qui ne sortent pas de chez eux, ou en tout cas qui sont loin de la chose publique. Et puis évidemment, se doter des capacités de méthodes, d'outils, d'intelligence artificielle. L'IA et les IA génératives, ça va être un sujet pour le prochain mandat, de comment on s'en saisit en transverse dans l'ensemble des politiques publiques. Et donc, nous, on est là pour accompagner ce type de démarche. Et je pourrais, si vous le souhaitez, vous donner d'autres exemples. Je vois que l'heure tourne. Euh, Mais et, euh, on est dans les temps. on On est est, dans on les est, temps. on est, on est pile bien pour finalement euh, récapituler, pour vous dire que Sémaphore Blue9, on agrège euh, un ensemble d'actifs, un ensemble de capacités qui sont mobilisables pour accompagner à la fois les phases de bilan de mandat et de construction et d'accompagnement et de déploiement d'un projet de mandat. Donc c'est, et notamment dans le champ de la mobilisation, une plateforme participative de consultation. Alors, on dit citoyenne, mais aussi pour les agents, aussi pour les entreprises, aussi pour les acteurs du territoire. Donc ça, c'est une plateforme qui dispose de différents modules de consultation, de débat, et aussi de capacité d'analyse. C'est ce que vous voyez juste en dessous, et notamment avec l'intelligence artificielle, de pouvoir agréger l'information pour pouvoir la restituer de manière la plus intelligible possible. Donc ça, c'est les premiers outils. On dispose aussi au sein de Sémaphore et du groupe Alpha plus généralement d'un centre d'études et de data qui est en gros spécialisé dans l'étude des données de pilotage, peut mener peut permettre aussi d'exploiter toutes les données socio-économiques du territoire pour justement comprendre mieux, décrypter mieux les enjeux d'un territoire et aussi comparer à d'autres territoires.
des outils de suivi et de pilotage. Et puis, si on regarde la page d'après, et pour celles et ceux qui connaissent bien Blue Neuve, vous le savez, un ensemble de méthodes et d'outils d'accompagnement de l'intelligence collective. Si vous voulez, à l'issue de ce séminaire, ce webinaire, on pourra vous envoyer ce qu'on a consolidé dans le guide des nouveaux ateliers citoyens, qui est un ensemble de formats qui peuvent être expérimentés et qui reprennent un peu les principes que j'ai évoqués tout à l'heure et qui sont à la main des collectivités, mais qui pourraient être aussi à la main des associations ou des acteurs du territoire pour justement être dans ces dynamiques de coopération avec l'ensemble des parties prenantes. Et comme je vous disais, peut-être ce qu'il y a en bas à droite, c'est aussi que derrière, c'est aussi une exigence. Ça ne se décrète pas, la coopération, la collaboration, l'intelligence collective. Il faut aussi mettre un cadre sérieux, de confiance. Et donc, il existe un certain nombre d'outils de type charte d'éthique, de mandat de participation, de charte de redevabilité, etc., qui sont clés pour garantir la confiance et la transparence des démarches, et évidemment qu'elles se déploient dans la durée. Donc ça, c'est aussi des exemples qu'on pourra vous partager. En tout cas, merci beaucoup de votre attention, hein. L'objectif du webinaire n'était pas de rentrer dans les détails de toutes les expertises qui sont les nôtres, de toutes les méthodes et de toutes les modalités d'action qu'on pourrait déployer à votre bénéfice, mais plutôt de vous donner à voir euh, notre positionnement commun, Sémaphore Blue Nov, nos convictions, nos singularités pour pouvoir vous accompagner. Et vous l'aurez compris, l'enjeu pour nous, c'est de comprendre en fait parfaitement votre besoin, de pouvoir s'adapter à votre contexte. Et en fonction de votre besoin, de votre contexte, on est en capacité de proposer des méthodes d'intervention totalement adaptées avec le niveau d'expertise qui répond évidemment aux enjeux qui sont les vôtres sur le champ des politiques publiques et sur le champ de l'expertise financière en particulier.